Bonjour et bienvenue dans mon émission SLJ, l'épisode numéro 4, sur les us et coutumes. Aujourd'hui nous allons parler ensemble, comme le titre de la vidéo va l'indiquer, les us et coutumes du Japon. Alors tout d'abord, faisons un premier point sur l'histoire japonaise. Le Japon, c'est un pays, comme tout le monde le sait, très avancé en matière de technologie, avec une société très codifiée. Depuis l'ère Edo, le Japon était fermé pendant 2 siècles, ce qui a amené justement un apogée, on va dire, des us et coutumes de manière générale dans l'ensemble du pays. Au sein surtout des différents clans comme les Ikoki, Tokugawa, il y a quoi d'autre comme clan? Il y a Ishikoku, avec toutes ces maisons féodales du Japon. Et quelques siècles plus tard, à l'ère Meiji, le pays s'est enfin ouvert seulement aux importations technologiques étrangères. Ce qui a eu pour incidence, justement, le peuple japonais souhaitait justement rattraper son retard par rapport aux occidentaux, un peu pour, entre guillemets, copier un peu sur eux, pour justement avec les différentes technologies d'armement, d'artillerie, souvent il y avait en fait des missionnaires qui étaient affectés aux différents des missionnaires occidentaux qui étaient affectés justement aux différents secteurs dans le Japon, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs occidentaux qui pouvaient c'était parfois des Hollandais, des Américains, des Allemands, des Français. Il y avait aussi un officier français du nom de Perry, si je me rappelle bien, un occidental, qui avait justement ouvert le Japon à cette fameuse période, et du coup qui était méconnu, mais qui est tombé carrément en désuétude, et qui n'a pas su profiter de cette opportunité en fait. Sinon, il y avait pas mal d'officiers français qui étaient envoyés par, si mes souvenirs sont exacts, par un certain Napoléon III, Louis, je crois que c'est de mémoire Louis-Philippe Napoléon Bonaparte III, qui aurait envoyé des missionnaires français dans toute l'Asie, notamment au Japon, pour pouvoir justement améliorer l'armée japonaise en leur enseignant les rudiments de la guerre du côté de l'infanterie. Mais du coup, revenons à nos Japonais. Et nos Japonais, ils sont souvent en fait, ils sont un peu dans une bulle, je dirais, qui ressort que eux, ils ont des codes qui datent depuis des temps immémoriaux, qui permettent à la population de pouvoir se comprendre, et tout ça dans une parfaite harmonie. Et c'est vrai que nous autres occidentaux, on est souvent intéressés, surpris ou choqués par les codes de cette société japonaise qui nous semblent un peu trop éloignés, ou alors qui nous paraissent un peu, comment dire, je ne trouve plus mes mots, mince, qui nous paraissent, oui, un peu durs, peut-être brutaux sur certains points de vue, ou assez assez choquant en fait. Le mot est bien choisi. Et c'est vrai que le Japon a une identité culturelle qui est singulière, puisque il en ressort
que ce pays a des valeurs qui lui sont propres. C'est-à-dire par là que il y a un certain côté nationaliste qui fait qu'on travaille pour on travaille avec une masse uniforme qui sont les Japonais, en général les salaryman, les salariés japonais, qui eux vont travailler pour l'État japonais, pour pouvoir justement avancer. Et les Japonais, eux, ils s'identifient à cette masse salariale qui est justement les oui tout l'ensemble pour l'État. Et justement, ben, les Japonais ils sont plutôt dans une optique si on travaille en fait pour la nation, c'est la nation qui va rayonner à travers les différentes les différentes nations, les différents pays du reste du monde. Et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt dans un état d'esprit assez nationaliste où il faut acheter japonais, faut consommer japonais, faut travailler au maximum au Japon, faut apporter son savoir à l'entreprise, mais il faut rester dans le moule japonais en fait. Et du coup, on en a l'exemple par le système éducatif qui, lui, a déjà ses marques dans cette espèce d'uniformité, puisque les enfants ou les lycéens doivent être habillés en uniforme de A à Z, que ce soit fille ou garçon, c'est pareil. Et cet système éducatif japonais, lui, ne va pas mettre l'accent comme le modèle occidental sur justement comment dire, sur une ouverture d'esprit où on pourrait développer un esprit critique et forger ses propres opinions. Lui, il va plutôt avoir tendance à museler justement cet esprit de critique. Souvent, c'est le cas dans les contrôles des Japonais, on répond juste par des QCM, ce genre de choses. Et tout ça pour dire que l'État a quand même la main mise sur ces écoles, sur ces usines à futurs citoyens japonais. On pourrait appeler ça comme ça. Et du coup, ce qui fait que les Japonais, c'est pas au travers de l'école où ils peuvent exprimer leur liberté de penser, c'est plutôt au travers d'activités culturelles, plutôt individualistes, comme la calligraphie, la littérature, où ils peuvent développer cet esprit-là qui serait plus à même à se poser les bonnes questions, à leur réflexion qui leur est propre. Et du coup, c'est plutôt dans cet état d'esprit que les Japonais se différencient au quotidien en fait. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, ils respectent toujours les règles établies par la société. C'est-à-dire, j'entends par là que dans les textes fondamentaux du Japon, notamment la constitution, la législation, il y a plein de je vais appeler ça des commandements qui disent tu dois te comporter d'une telle manière et ne pas te dérober à la règle. Bon pour les Japonais c'est à peu près le même principe. Et du coup on va pouvoir commencer cet épisode par les us et coutumes. Alors c'est vrai qu'au Japon il y a pas mal d'us et coutumes, il y en a une bonne flopée on va dire. Sans pour autant les connaître tous, je peux vous en énumérer certains. Il y en a un qui me revient souvent à l'esprit quand on mange avec des Japonais, souvent avec des baguettes, pardon, c'est qu'il ne faut pas planter ses baguettes droit dans son bol de riz, par exemple, dans sa nourriture, puisque ça indique à votre hôte
que soit vous voulez sa mort, ou alors c'est que il y a vraiment une relation avec un côté un peu mortuaire. Puisqu'il faut savoir que ce geste-là, comment dire, cet us, oui, est réservé plutôt aux morts. C'est-à-dire que quand une personne décède ou au funérarium par exemple, ou pour honorer la mémoire du défunt, on va plutôt avoir tendance à planter des bâtonnets d'encens à la verticale, oui. Et du coup, ça ferait référence au côté mortuaire. Bon, c'est vrai que c'est pas très glauque si vous mangez à côté de votre convive japonais et que vous plantez ces baguettes, il va dire oh attention, celui-là, il veut ma mort parce qu'il a pas respecté les codes sociétaux, quoi. Et il y en a un autre qui m'a beaucoup frappé en discutant avec les japonais, c'est qu'il ne faut pas offrir de cadeaux par le nombre 4, parce que le nombre 4, ça fait aussi référence à la mort. Il y a pas mal de petites choses comme ça à comprendre et à savoir, surtout puisqu'il ne faut pas faire l'erreur, sinon ça serait assimilé à un gaijin smash. Ça veut dire une des erreurs commises par des étrangers, pour faire simple. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça, notamment le fait que les transports en commun, bah, chaque japonais ne parle pas fort comme les occidentaux. On pourrait dire que c'est un peu un cliché, mais c'est pour bien mettre en relief l'us que je traite actuellement. Du coup, c'est vrai que le fait de ne pas parler pendant les transports, en fait, c'est perçu comme de l'impolitesse. Et du coup, les Japonais vont avoir tendance à pianoter sur leur téléphone ou tablette tactile. Ce qui amène à avoir un silence des plus cérémonieux dans le transport en commun, que ce soit les trains, les avions, les bus aussi. La voiture, ça l'est moins par contre. Après, tout est relatif. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses comme ça dans le transport en commun. Quand vous écouterez ce podcast, vous vous direz ah, attention, PC Gaming il m'a dit ça, il faut que je fasse attention par rapport à telle chose. C'est des petits détails qu'il faut intégrer assez rapidement si vous voulez pas être perçu comme quelqu'un d'impoli, surtout ne pas faire d'erreur par rapport à ça. Sinon les Japonais vont avoir une mauvaise image de vous. En fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et il y a un autre us que je voudrais venir, une autre coutume, c'est le fait de choisir son yukata, son kimono. Quand vous l'achetez, vous avez un ensemble qui vous est proposé. C'est-à-dire que il faut mieux le prendre que avoir votre kimono, avoir vos chaussures basket, je sais pas ce que vous mettez comme chaussures, boots ou n'importe quoi. Pour les Japonais, si vous mettez votre kimono en entier, ça voudra dire que vous respectez leurs traditions et que par conséquent, vous adhérez à leurs coutumes et vous êtes un peu un membre à part entière de leur famille, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que les chaussures qui vous sont proposées avec ce yukata, ce sont des ori pour les femmes et des geta pour les hommes. C'est des chaussures en paille de riz, je crois. Je sais pas si ça se dit paille de riz, mais c'est une espèce de paille tressée avec des. C'est souvent vous avez sans doute vu ça dans les mangas ou les animes, c'est des petites chaussures un peu surélevées avec des lanières noires avec un tissu qui se rapparente à du coton ou à des matières premières de ce genre-là. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. C'est comme quand vous rentrez dans un hôtel ou dans un habitat japonais, il faut se déchausser à l'entrée. Et puis s'il y a un
un porte-parapluie qui est prévu à cet effet, du coup, faut mettre son parapluie bien égoutté avant de le mettre. Enfin, s'il ne pleut plus, faut égoutter son parapluie à l'extérieur de la maison, prêt à être rangé soit dans un sachet en plastique ou alors chez l'habitant, et vous aurez un espèce de, pas une poubelle, mais un espèce de comment dire, de porte-parapluie d'une forme cylindrique, et vous pourrez justement ranger votre parapluie dans cet objet-là. Et aussi, le fait d'enlever ses chaussures et de les mettre dans les petites cases, se déchausser, ça montre aussi, tout est un rapport en fait de respect avec la hiérarchie aussi. Et c'est vrai qu'au Japon, on va avoir souvent tendance à avoir un esprit hiérarchique pour, euh, pour chaque salarié. C'est-à-dire que vous, quand vous allez entrer dans la société japonaise, vous allez être perçu comme un okai. Un okai, c'est quoi? C'est un subordonné d'un cadre ou d'un responsable qui, pour vous, sera votre senpai. C'est-à-dire la personne qui vous tutorera ou aura aura un peu une valeur de guide pour vous dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'entends par là que c'est cette personne qui va vous apprendre un peu tout le savoir de l'entreprise japonaise, en fait. En quelque sorte, il va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir et faire pour se comporter bien dans la société et dans l'entreprise japonaise, entre autres. Japonaise, pardon. Et aussi, il y a pas mal de, de rites à effectuer dans la rue, notamment si on veut appeler un taxi, faut agiter la main de droite à gauche, un peu comme si vous faisiez coucou, pour un peu dire au chauffeur de taxi, je suis là, je suis disponible, tu peux me prendre, arrête-toi quoi. Bon, il y a ça entre autres à savoir, notamment pour rester un peu dans la thématique des transports. Si bah, vous avez l'occasion de prendre les transports routiers, notamment les taxis, vous pouvez souvent avoir, vous avez souvent, même la plupart du temps, de la climatisation dans les voitures, ce genre de choses. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais ne peuvent pas vivre sans la climatisation. Parce que pour un Japonais, faut toujours mettre de la climatisation, été comme hiver, puisqu'il faut avoir une température agréable pour bien se sentir et pas se sentir trop à l'étouffer ou avoir trop froid. Faut avoir un juste milieu en fait. Et il y a pas mal de choses comme ça. Aussi, si vous parlez d'un sujet un peu gênant avec un japonais, il aura tendance à mettre la main sur sa tête, un peu pour se gratter la tête et avoir une expression du visage un peu renfrognée pour vous dire, voilà, enfin c'est plutôt un comportement non verbal qui va vous exprimer un peu sa gêne, parce que le japonais il va pas avoir forcément tendance à vous le dire, surtout si vous êtes un étranger, puisqu'il va se dire ouais celui-là il connaît pas trop les codes les codes de vie de mon pays, du coup il va pas savoir, même si je lui dis, il va pas comprendre pourquoi je réagis de la sorte en fait. Et c'est pour ça en même temps que je fais ce podcast, pour vous permettre tout simplement de les comprendre et de les décrypter ensemble. Euh, aussi, par rapport à si vous entretenez une relation avec une japonaise ou un japonais, et si vous utilisez votre petit doigt en si vous montrez votre petit doigt, ça signifie à votre interlocuteur que vous faites référence à votre à votre petit ami. Et ça aura pour conséquence d'exprimer un peu, de mettre en valeur la personne de qui on parle en fait. Et oui, pour en revenir à la climatisation, le fait avoir la climatisation, si un japonais par exemple aménage dans un nouveau logement,
ce qu'il fera très rapidement, c'est l'achat ou l'acquisition d'une climatisation pour lui, parce que pour lui, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la climatisation c'est primordial, surtout de bien se sentir à l'aise et pas être trop à l'étouffer, on va dire. Et c'est vrai que sinon, par rapport à, à l'habitation, l'habitation c'est un lieu réservé au cercle familial ou intime des Japonais en règle générale, puisque un Japonais ne vous invitera que très occasionnellement ou très rarement chez lui, puisque pour lui oui, c'est un espace privé qui ne doit pas être public ou dévoilé au grand jour comme chez nous on ferait en Occident. Ouais, j'invite des copains à la maison, viens boire un verre avec moi. Les Japonais ils vous inviteront plus facilement, peut-être au bar, au cinéma, ce genre de lieu public en fait. Et la maison, j'ai envie de dire, ça reste exclusivement pour les membres de la famille, les concubins ou les concubines en fait, et non pour les étrangers ou les inconnus en règle générale, pardon. Et pour changer de domaine, on va plutôt revenir sur un domaine professionnel. Et de manière générale, les Japonais, ils sont très attachés au savoir-faire de leur pays, c'est-à-dire que le savoir-faire, il passe par un sensei. Et un sensei, en japonais, ça désigne un maître. Quelqu'un qui va être au-dessus de vous, qui va vous enseigner tout ce qu'il sait, par exemple sur la ferronnerie, sur divers métiers, en littérature, en arts martiaux. Il y a quoi d'autre comme domaine? En natation, en lecture, en calligraphie. Il y a pas mal de domaines qui sont assez vastes auxquels vous pouvez avoir affaire à ce genre de personne qui va justement vous prendre en charge de A à Z. Dans certaines écoles japonaises, vous pouvez avoir, je sais plus si c'est encore possible, vous pouvez avoir, mais c'est très rare, il faut avoir un excellent niveau par contre. Vous pouvez avoir justement un espèce de contrat passé avec un sensei qui va vous enseigner tout ce qu'il fait de A à Z pour vous permettre d'acquérir un niveau qui tend vers la perfection en fait. Et cette personne-là, à la fin, elle vous dira voilà, elle vous donnera pas de diplôme ou de certificat, mais elle vous dira voilà, je vous enseigne tout ce que je sais. Et souvent c'est des traditions, mais qui sont, j'ai envie de dire même ancestrales, puisqu'ils passent de famille en famille. C'est très rarement dédié à des étrangers ce genre de formation, puisque c'est exclusivement réservé et c'est aux Japonais d'entrer dans la plupart des cas ce n'est les étrangers en fait en sont exclus puisque ils se sentent un peu dépouillés de leur savoir si tout le monde irait s'inscrire là-dedans, ils prennent que les élites de l'élite par rapport à la communauté étrangère. Mais c'est vrai que sinon en termes de conversation, sinon il est pas rare en japonais que vous ayez souvent des grands blancs, pour ainsi dire, des grands silences, qui sont des pauses de conversation, qui sont tout à fait normales, et puisque ces temps de pause, ça va justement permettre de broder la réflexion des différents protagonistes. C'est-à-dire, parler avec une personne, elle dit ouais, t'as pas vu, aujourd'hui il fait beau, attends, je regarde dehors, il va faire un temps de pause. Puis après il va dire voilà, il fait tel temps, ou sinon, question toute bête, bateau quoi. Est-ce que, euh, est-ce que le nouveau jeu vidéo il est sorti? Le temps qu'il regarde, il va faire une pause et après il va reprendre votre conversation avec vous, puis il va dire ah voilà, c'était telle heure, c'est tel jour.
dans quel magasin c'est, il va faire une pause, il va dire ouais voilà c'est là. Et sinon c'est vrai que les Japonais, pour continuer dans cette thématique-là, ils utilisent pas mal de nomatopées, ils vont faire ah non pour justement exprimer le fait tout simplement qu'ils cherchent. C'est une onomatopée qui permet d'ancrer un peu le thème de la réflexion ou de la phrase, quoi. Pas de la phrase, mais de la réflexion, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme us et coutumes en rapport avec la discussion? Ah oui, il y a aussi le fait que les Japonais ne disent généralement jamais non directement. Ils vont utiliser des mots un peu pour détourner la question, c'est-à-dire ils vont utiliser des négations explicites, implicites pardon, et non explicites, comme sumimasen, muzukashi desu, ou ils vont dire nomimasen. Ça c'est un peu nomimasen, ça veut dire en français je ne bois pas, ou alors ils vont dire tabemasen, je ne mange pas. Ou alors si vous ne mangez pas telle ou telle viande, si vous avez des restrictions par rapport à votre régime ou à votre religion, vous allez en japonais devoir expliquer pourquoi à votre interlocuteur, sinon il pourra y avoir une espèce de frustration de la part de votre interlocuteur, puisqu'il va se sentir un peu pas rejeté mais vexé par rapport au fait que vous voulez pas de ce qu'il vous propose, que ce soit un cadeau, de la nourriture ou n'importe quoi en fait, en termes d'objets, quoi. Et c'est vrai que les japonais pardon, ils vont avoir tendance à vous dire oui c'est difficile, je peux pas faire ça ou telle chose, ou alors ils vont vous dire la situation ne le permet pas, ou ce genre de choses. Et sinon l'été, c'est vrai que comme il fait très chaud au Japon, mes correspondants ont souvent et mes correspondantes ont souvent me le disent. Ah, PC Gaming, il fait souvent très très chaud au Japon, entre 25 et 30-35 degrés au Japon. On n'en peut plus, on suffoque. Parce que justement, si les climatisations vous lâchent, je fais encore référence aux voitures. C'est vrai que dans les voitures, ils mettent souvent la climatisation, mais en été pour avoir justement du froid. Et si ils ne le, si s'ils font, même s'ils vont chercher à manger ou s'ils vont quelques heures au cinéma ou alors à l'entreprise, ils vont laisser la voiture tourner avec la climatisation. Par contre, ce qu'ils risquent, c'est surtout de choper des amendes parce que c'est interdit par rapport au traité de l'environnement de Kyoto qui disait qu'il ne faut pas polluer, sinon vous exposerez à des sanctions pénales, quoi, tout simplement. Et si vous avez d'autres questions sur les us et coutumes, ou si vous voulez que j'approfondisse un us et coutume en particulier, c'est-à-dire une question que vous voulez que je traite dans une deuxième partie des us et coutumes, dites-le moi, je la traiterai avec mes connaissances et d'une manière sans porter de jugement, d'une manière assez subjective. Et je serais heureux justement de traiter cette question avec vous, avec grand plaisir. Et bien quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de CLJ et comprendre le Japon. Salut à toutes et à tous, portez-vous bien.